l'anecdote de la bataille des soutiens-gorge. J'aurais pu vous parler de la bataille de la falaise pourpre, Shebijizhan, que tous les Chinois connaissent, la bataille de la falaise pourpre, l'une des batailles les plus merveilleuses de l'histoire, menée par Zhuge Liang, qui est peut-être le plus grand stratège de l'histoire, en tout cas l'un des plus grands. Cette histoire est bien connue de tous les Chinois. Mais je préfère vous divertir avec la bataille des soutiens-gorge, qui ne désigne pas ce que vous croyez, mais une anecdote économique, comme je l'ai déjà annoncé, de l'année 2003, un épisode de la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Donc désolé pour ceux qui ont été attirés par ce titre intentionnellement racoleur, mais trompeur. L'anecdote. En 2003, les États-Unis décident d'imposer des droits de douane dissuasifs sur les soutiens-gorge chinois. La production américaine avait déjà chuté de 14% en 2001 du fait des parts de marché gagnées par les Caraïbes et le Mexique. Mais en 2003, quand la Chine investit ce secteur, les parts de marché américains baissent encore de 7%. Et l'opinion est très remontée contre la Chine. Dans un contexte préélectoral, la décision est donc prise de satisfaire l'opinion. D'où ces taxes contre le textile chinois, des taxes disproportionnées, ciblées sur la Chine. Comment réagit le ministère des Affaires étrangères, le ministère chinois des Affaires étrangères, en déclarant par la voix de son porte-parole, Liu Jianchao, que, je cite, « La Chine espère que la question commerciale pourra être réglée correctement par le dialogue et la consultation, sur une base d'égalité. Les actions unilatérales ne sont pas constructives et n'aideront pas à résoudre les difficultés. » Fin de citation. Mais les USA ont décidé de maintenir malgré tout les taxes. En réponse, donc, la Chine fait renvoyer dans les mois qui suivent aux USA 60 000 tonnes de soja au motif d'une infection par un champignon. Et simultanément, l'agence chinoise chargée de gérer les réserves de change publie un communiqué en disant que, je cite, « La Chine ne mènera pas de représailles en bradant les bons du Trésor américain. » La Chine possédait en effet, à ce moment-là, la deuxième réserve la plus importante de dollars, réserve qui, vous le savez, aide les USA à maintenir ses taux d'intérêt au plus bas. Voilà l'anecdote, voilà le problème, voilà le litige, et vous voyez comment le ministère des Affaires étrangères l'a traité. Je pars de cette anecdote pour m'interroger sur la conception de l'efficacité qui s'en dégage ou qu'elle présuppose. L'efficacité, ici, vous le voyez, consiste non pas à dire ou à faire valoir la vérité, mais simplement à laisser entendre et à éviter de dire. Bref, ici, la stratégie, elle est dans le contournement, dans le détour, plutôt que dans la confrontation. On mesure la différence avec la stratégie européenne, par exemple, qui consistait à attaquer la Chine devant l'OMC, au sujet des taxes chinoises sur l'acier, par exemple, ou encore la stratégie de ce journaliste du The Economist, qui titrait un article du 10 avril 2004 sur le SRAS, dans lequel il attaquait la Chine, un article qui titrait « S'il vous plaît, mentez-moi ». Donc une attaque frontale. Voilà bien une attitude remarquable qui consiste à fonder l'efficacité sur le triomphe de la vérité, reconnue devant les tribunaux ou devant l'opinion, mais qui est aux antipodes de l'attitude des Chinois dans la bataille des soutiens-gorge. Le journaliste ou les Européens attaquent la Chine devant l'OMC,
considère qu'il y a un devoir inconditionnel de vérité, que la vérité doit être recherchée à tout prix, et ce qu'on appelle vérité dans ce cas-là, c'est, si vous voulez, un principe constant, un principe indépendant des intérêts circonstanciels, des interprétations subjectives. Or, la Chine, de l'autre côté, a développé depuis longtemps, depuis Lao Tzu, depuis Sun Tzu, depuis la période des royaumes combattants, donc environ des 5 au 3e siècle avant Jésus-Christ, et même avant, depuis la constitution de son livre fondateur, le Yi Jing, le classique des transformations, elle a développé une autre idée de la vérité, une idée qu'on appellera plutôt la voie, le Tao. Cette vérité, cette voie, ce Tao, est au contraire un principe d'adaptation aux circonstances. Le Yi Jing, la Bible du chinois, si vous voulez, entre guillemets, développait déjà, à la fin du 2e millénaire, au début du 1er millénaire avant notre ère, l'idée que le réel est en transformation, que le réel est mutation, et que, au fond, la seule vérité éternelle qu'on puisse dégager, c'est celle d'une invitation à s'y adapter. Ou pour le dire comme Lao Tzu, la vérité, la voie, le Tao, semble sinueux, et les paroles de vérité semblent paradoxales. On en tire une conclusion immédiate, c'est qu'il faut ranger les trompettes. Pas besoin de crier, les décibels ne font pas un argument, même devant les tribunaux internationaux, mieux vaut faire avec. Vous le voyez, en tout cas, c'est le parti pris du ministère des Affaires étrangères dans cette affaire. Mieux vaut faire avec, s'adapter, biaiser. Alors cela ne marche pas toujours, mais si on trouve le bon détour, l'efficacité qui en résulte est surprenante. Regardons-y de plus près et essayons de comprendre pourquoi cette stratégie a été efficace. D'abord, elle a permis d'obtenir des effets plus rapidement que par la voie légale des tribunaux internationaux. Car la Chine, dans ce litige, a eu gain de cause, et de manière rapide. Deuxièmement, donc des résultats rapides. Deuxièmement, cette stratégie semble plus humaine, parce que, contrairement à notre journaliste du The Economist, elle n'accuse personne de mentir. Elle sauve la face, ce qui, en Chine, est toujours très important. Elle ménage les susceptibilités. Elle évite le piège psychologique, ô combien tentant en politique, de la diabolisation de l'adversaire. Elle a des effets plus stables, parce que moins dramatisants. Elle ne surenchérit pas dans la provocation. Elle est, je dirais, moralement économe. Et enfin, elle est efficace parce qu'elle est véritablement contraignante. Elle détermine nécessairement, elle dicte quasiment la réponse de l'adversaire. Elle n'attend rien de l'incertaine justice internationale avec ses rebondissements imprévisibles. Elle n'attend rien non plus de l'improbable conversion d'un adversaire vers plus de justice ou de compassion. Elle cherche à produire, cette stratégie, des effets nécessaires, à la manière d'un joueur d'échecs ou d'un joueur de Go. Vous savez que les Chinois, traditionnellement, formaient leurs élites à la pratique du Wei Qi, du jeu de Go. Et ça, c'est un modèle important pour comprendre ce souci de déterminer le comportement de l'adversaire. Vous voyez, à contrario, comment le problème syrien, qui est d'actualité, et les conflits méditerranéens divers, montrent que les voies légales auxquelles nous avons recours, nous autres occidentaux, si souvent, ces voies légales ne sont ni rapides, vous le voyez dans le problème syrien, qui traîne, ni humainement acceptables, si on songe au gâchis de vies humaines inutilement sacrifiées pendant ces interminables négociations internationales, ni véritablement contraignantes, si on en juge, en tout cas aujourd'hui encore, par la stabilité de Bachar al-Assad.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de procès en Chine, mais les procès, c'est-à-dire les procédures de véridiction qui consistent à faire dire le vrai, n'y ont pas du tout le même prestige. La Chine n'est pas le pays du droit, mais le pays des rites, comme Confucius nous l'a montré. Et si vous relisez l'histoire, vous verrez qu'il n'y a eu à peu près qu'un seul procès pendant toute la révolution culturelle, celui de la Bande des Quatre. Un seul procès pour toute cette révolution. Le reste s'est joué sur la scène de l'histoire, dans les rues. Alors, ça ne veut pas dire non plus que les Chinois ne pourraient rien comprendre à notre goût de la vérité, puisque eux-mêmes, comme vous le voyez, réclament régulièrement au Japon de reconnaître la vérité des exactions qu'il a commises au XXe siècle. Mais je me contente de dire que dans la bataille des soutiens-gorge, en tout cas, le gouvernement chinois est resté fidèle au principe d'une stratégie formulée dans la langue chinoise par un général de la période lointaine des royaumes combattants, le général Sun Tzu. Non parce qu'il serait chinois, mais parce qu'il y a là une sagesse capable de traverser les âges, et j'ajoute aussitôt de traverser les frontières. Quelle est cette stratégie? Qu'a-t-elle d'original? Et comment peut-on définir la représentation des conflits qui la sous-tend? D'abord, si on peut s'entendre sur l'idée que le conflit n'est que la rencontre d'intérêts contradictoires, on peut interpréter cette rencontre dans deux sens différents. En un premier sens, si nous prenons par exemple Clausewitz ou Machiavel, mais Clausewitz plus particulièrement, le conflit, nous dit Clausewitz, nécessite un engagement décisif, dont le but est, je le cite encore, la destruction des forces adverses. Nous connaissons d'ailleurs trop bien l'interprétation radicale de cette formule par des disciples de Clausewitz qui ont formulé ou développé la théorie extrémiste de la guerre totale, le Blitzkrieg. Bien sûr, pour Clausewitz, comme pour Sun Tzu, auquel il est instructif de le comparer, le but de la guerre est bien la victoire. On est d'accord là-dessus. Mais plus que le but, c'est la manière, c'est le style qui est caractéristique. Et on le perçoit mieux si on compare Clausewitz aux propos de Sun Tzu, qui nous propose une autre représentation du conflit. Sun Tzu, dans son traité de l'art de la guerre, Sun Tzu Bin Fa, souligne que l'idéal de la guerre, je le cite au chapitre 3, paragraphe 10, est de vaincre sans combat. Vous voyez la différence avec l'objectif clausewitzien d'une destruction des forces adverses. Pour Sun Tzu, le but est de vaincre sans combat, de vaincre donc un ennemi défait d'avance. Je le cite, paragraphes 10 et 11 de ce chapitre 3. Ceux qui sont experts dans l'art de la guerre soumettent l'ennemi sans combat. Ils prennent les villes sans donner d'assaut et prennent l'État sans opération prolongée. Paragraphe 11. Votre but est de prendre intact tout ce qui est sous le ciel. De cette façon, vos troupes resteront fraîches et votre victoire sera totale. Donc, à l'idéal de la guerre totale, celui de la victoire totale. Les deux s'opposent. Ce qui nous renvoie à un idéal finalement paradoxal, celui d'une guerre sans violence, d'une guerre, si vous permettez l'expression, à l'économie. Ce qu'on peut lire encore au paragraphe 18 et 19 du chapitre 2. Je le cite. Lorsque, dans un combat de chars, plus de 10 chars sont capturés, récompensez ceux qui se sont emparés du premier, remplacez les drapeaux et bannières de l'ennemi par les vôtres, mêlez aux vôtres les chars récupérés et équipez-les en hommes. Traitez bien les prisonniers et prenez bien soin d'eux. On peut guère pousser dans un contexte de conflit
le goût de l'économie et le sens de l'humain. Alors ici, nous rencontrons le problème classique, au fond, des rapports entre morale et politique. Ou plus généralement encore, la question du statut de la morale dans la gestion des conflits. Les valeurs morales, le respect de l'humain, l'amour moral de l'humanité, est-il un frein à la victoire? Ou n'est-il pas plutôt un paramètre et une condition de la victoire? Pour Sun Tzu, la réponse est claire. La morale est ce qu'il appelle très exactement l'influence morale est l'un des 5 paramètres définis de la victoire. Il est même, dit Sun Tzu, le premier des 5 paramètres de la victoire. Il le cite au premier chapitre, paragraphe 3. Le premier de ces facteurs, c'est l'influence morale. Pourquoi? Comment expliquer cela? J'y vois au moins 3 raisons. 3 raisons à expliquer. Premièrement, l'influence morale permet de gagner la guerre avant qu'elle ne s'engage. Deuxièmement, elle permet de la mener jusqu'au bout une fois engagée. Et troisièmement, elle permet de stabiliser la victoire et d'obtenir ce qu'on appelle, ce que Sun Tzu appelait, une victoire totale. Je m'explique. L'influence morale permet de gagner la guerre avant qu'elle ne s'engage. En effet, l'agressivité de l'adversaire est désamorcée ou au contraire amplifiée, n'est-ce pas, par l'idée qu'il se fait de vous. Si vos actes plaident en faveur de votre haut niveau de moralité, de votre générosité par exemple, de votre bienveillance, vous désamorcez l'hostilité adverse, vous l'émoussez, vous l'érodez. C'est donc bien une condition préalable de la victoire, dans la mesure où les adversaires auront du mal à garder un moral belliqueux contre vous, s'ils vous trouvent bienveillant et humain. Donc, il ne suffit pas de paraître moral en passant, il faut l'être vraiment, l'être durablement, parce que ça finit par se savoir. Et cela produit des effets. Ça affaiblit la motivation de vos adversaires. Ça force le respect. Ça désamorce bien des conflits et ça vous confère un réel avantage. On aura bien avancé si on parvient à saper le moral de l'adversaire en le faisant douter de sa motivation à combattre, alors que la volonté de briser l'adversaire aurait plutôt effet de justifier et donc de redoubler sa résistance. Alors c'est bien un point que Clausewitz a vu lui aussi, dans son œuvre, on trouve trace de ces considérations, mais malheureusement, dirais-je, chez lui, ces considérations restent tout à fait secondaires et presque anecdotiques, réduites quasiment à des notes de bas de page, alors que chez Sun Tzu, elles sont tout à fait centrales et mises en avant. Deuxièmement, je disais, l'influence morale permet de mener la guerre jusqu'au bout une fois engagée. Ça signifie que dans votre propre camp, si vous êtes exemplaire, vous maintenez un haut niveau de mobilisation dans vos troupes. Vous entretenez le moral de vos troupes, qui est si décisif dans les moments difficiles, et il y en a dans toute guerre. La morale, c'est donc aussi le moral. C'est notre capacité à mettre en œuvre les valeurs auxquelles nous croyons. Et cela a un effet direct sur la motivation de nos soutiens, de tous ceux qui nous soutiennent. Troisièmement, je disais, enfin, l'influence morale permet de stabiliser la victoire. Oui, parce qu'il ne suffit pas de gagner une bataille pour gagner une guerre. Pour que la victoire soit complète, ou totale, comme disait Sun Tzu, il faut qu'elle apporte une paix durable. Et cela n'est possible que si le vaincu estime, entre guillemets, suffisamment son vainqueur. Cela n'est possible que si le vainqueur se comporte, et cela n'est pas possible si le vainqueur se comporte avec outrance, comme un fanfaron. Les victoires humiliantes préparent les revanches. Par conséquent, il faut au vainqueur
une certaine hauteur morale pour ne pas transformer sa victoire en bombe à retardement. Donc pour ces trois raisons essentielles, nous voyons comment, en amont de la guerre, en cours de guerre ou en aval de la guerre, le facteur moral est primordial. Le texte de Sun Tzu que je citais plus haut montre que la guerre morale, si vous me permettez un peu cet oxymore, cette définition paradoxale, la guerre morale vise à faire des additions plutôt que des soustractions, comme le voulait Clausewitz lorsqu'il parlait de détruire les forces adverses. J'ai cité Sun Tzu, mais rappelons bien et insistons sur le fait que sa stratégie vise à recycler les biens et à convertir la volonté adverse. Donc nous ne sommes pas là dans une logique d'anéantissement, la logique de l'anéantissement clausewitzien, mais dans celle de la transformation. Contre une logique de la surenchère, contre le tapage de la force qui aime à s'exhiber, l'efficacité serait plutôt à chercher du côté du minimalisme. Et ce n'est pas seulement par humanité, par pur respect de l'adversaire que Sun Tzu recommande d'être minimaliste. C'est bien un général qui a des guerres à mener et des victoires à remporter. Donc c'est par souci d'efficacité qu'il est avantageux d'être moral, pour éviter de donner à nos adversaires vaincus des raisons d'en rajouter pour leur éviter de ruminer trop longtemps leur défaite et peut-être de préparer leur revanche. Pensons au traité de Versailles, c'est pas si loin que ça, c'est le XXe siècle, c'est la catastrophe de notre XXe siècle occidental. Donc nous voyons bien sur quels arguments Sun Tzu, à la différence de Machiavel, de Clausewitz, fonde son pari de surmonter le divorce entre la politique et la morale. La morale de Sun Tzu, le respect d'autrui, prenez bien soin des prisonniers, disait-il. Ce respect d'autrui, cette règle d'or qu'on trouve aussi formulée en Chine, souvenez-vous, dans le corpus confucéen dès la période des royaumes combattants. La règle d'or, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Cette formule qu'on trouve noir sur blanc chez Confucius n'est pas un frein à l'efficacité des stratégies, comme le pensait Machiavel par exemple, qui recommandait de ne pas s'encombrer de morale. Mais pour Sun Tzu, une condition essentielle de la pérennité des résultats obtenus. Elle forme ce qu'on pourrait appeler, non sans surprise, je vous l'accorde, mais tout de même, une morale militaire. Oui. Cette exigence de moralité dans la gestion des conflits a bien été comprise par tous les David, par tous les petits poussés de l'histoire. C'est l'un des ressorts de ce que nous appelons même aujourd'hui le soft power. Confucius avait compris cela et il fondait toute sa politique non violente là-dessus. Au point d'ailleurs de passer pour un rasoir, lui qui parlait, qui prêchait la morale auprès de tous les princes des royaumes de l'état de la dynastie Zhou en décomposition. De même que Gandhi, plus proche de nous, ou le Dalai Lama. Ils ont compris que la non-violence, c'est-à-dire l'observation d'un certain code moral du respect de l'adversaire, est une manière paradoxale, certes, mais une manière efficace de gagner des combats. Spécialement contre un adversaire beaucoup plus fort que vous, dans un rapport de force inégal. Songez que Gandhi, avec son pagne, se bat contre l'armée et la marine la plus puissante du monde. J'aimerais donc dire, pour plagier le Mahatma, que si Gandhi se nomme lui-même le guerrier de la non-violence, Sun Tzu pourrait être affublé du titre de général de la non-violence. Pour approfondir ce point,
rapidement, mais tout de même en guise de conclusion, essayons de dire succinctement à quel modèle d'efficacité s'adosse cette représentation des conflits. Et j'essaierai de le dire en 3 points. Premier point de ma conclusion, ce modèle de la stratégie, ce modèle sunzien de la stratégie, je n'ose pas dire chinois parce que, vous savez, on a parfois tendance à croire que la Chine s'est réduite à ses plus beaux exemples de sagesse, mais en Chine, il n'y a pas que Sun Tzu et Lao Tzu. Il y a aussi des Machiavel chinois, et la littérature chinoise ne manque pas d'exemples de cynisme. On pourrait parler de Han Feizi, par exemple, le chef de file des légistes, qui n'est pas un enfant de cœur et dont la morale n'est pas en tout point comparable à celle de Sun Tzu, loin de là. Donc ce modèle qu'on trouve chez Sun Tzu, ce modèle, c'est celui de l'eau. Celui des pierres ou des cailloux qui roulent sur un plan incliné. Je le cite au paragraphe 24 et suivant, où Sun Tzu dit que, ouvrez les guillemets, le fin du fin, lorsque l'on dispose de ses troupes, c'est de ne pas présenter une forme susceptible d'être définie clairement. Une armée peut être comparée exactement à de l'eau, car de même que le flot qui coule évite les hauteurs et se presse vers les terres basses, de même, une armée évite la force et frappe la faiblesse. Et de même que le flot épouse les accidents du terrain, de même, une armée adapte son action à la situation de l'ennemi. Et de même que l'eau n'a pas de forme stable, il n'existe pas, dans la guerre, de conditions permanentes. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire dans la suite le paragraphe 31, qui est une méditation à partir de là sur l'impermanence de toute chose. Là encore, parce qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans un traité de stratégie militaire un propos philosophique si profond qu'il touche par là même à la plus profonde poésie. Je cite Sun Tzu, « Sur les 5 éléments, aucun ne prédomine constamment. Sur les 4 saisons, aucune ne dure éternellement. Parmi les jours, les uns sont longs et les autres courts, et la lune croît et décroît. » Alors c'est étonnant pour un traité de stratégie militaire écrit par un général, mais ce qui est profond ici, ce n'est pas seulement de remarquer cela en passant, mais c'est d'en tirer le principe d'une sagesse qui s'applique aux moments les plus difficiles de l'existence. Alors que c'est là, vous le savez, dans ces moments difficiles de l'existence que justement nous manquons de poésie, que nous nous crispons, que nous nous cramponnons, que nous voulons fixer un état de choses, que nous voulons conserver nos acquis, que nous nous arc-boutons sur ce que nous croyons posséder. Ce qui nous est recommandé ici, est ce que Sun Tzu semble avoir été capable de faire dans les moments difficiles, c'est-à-dire dans les batailles, c'est exactement le contraire. Cet archétype de l'eau, je remarque en passant, ça me saute aux yeux que conformément à la théorie des 5 éléments, la couleur de l'eau c'est le noir, et qu'on est habillé en noir, en illustration sans doute de cet archétype de l'eau. L'archétype de l'eau, c'est vraiment l'archétype de la sagesse taoïste. Au chapitre 66 et au chapitre 78 du Tao Te Ching, du livre de Lao Tzu, il est dit « Rien n'est plus souple et plus faible que l'eau, mais pour vaincre ce qui est dur et fort, rien ne peut la surpasser. » Et vous voyez qu'il y a derrière cette apparente platitude une sagesse paradoxale, une sagesse de la détente, une aménité à la fois bienfaisante et efficace, une sagesse qui fait confiance au réel, un regard extrêmement profond sur la peur en fait, car pour parler comme Nietzsche, qu'est-ce qui nous empêche de dire oui à la vie et de faire confiance au réel, sinon nos peurs? Deuxième point de ma conclusion,
Sur le plan stratégique, on peut résumer l'avantage de l'eau sur la pierre. Tandis que la pierre est solide, résistante peut-être, mais définie, occupant une position localisable, prévisible, l'eau représente au contraire une énergie plastique, insaisissable, inassignable, imprévisible. Essayez de la saisir. S'il est vrai que tout l'art de la guerre est, je cite encore Sun Tzu, fondé sur la ruse et les effets de surprise, comme il le dit au paragraphe 17 du chapitre 1, alors on comprend l'énorme avantage d'une stratégie fondée sur le modèle de l'eau. Ce type de stratégie ne s'apprend pas que dans les armées, mais aussi dans la pratique des arts martiaux, dans la médecine chinoise, dans la pratique du Wei Chi, du jeu de Go dont je parlais tout à l'heure. Et au fond, ce type de stratégie est applicable dans les domaines les plus différents de l'activité humaine, y compris par exemple en économie, comme comme j'ai essayé de le monter brièvement à travers l'analyse de cette bataille des soutiens-gorge. Dans la bataille des soutiens-gorge, on voit très bien comment la Chine assume sa position subalterne pour se tirer d'affaire dans un rapport de force qui est complètement disproportionné et renverser un résultat trop évident. La stratégie, c'est l'une des conclusions que je tire de ces analyses, c'est un art de la faiblesse, car seul le faible, celui qui est vulnérable, seul le faible est au fond obligé d'avoir une intelligence stratégique pour vaincre. Avoir le dessus quand on est le plus fort, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Ça ne demande aucun effort ni aucun art particulier. Et donc, je me demande même si parler de stratégie clausewitzienne ou machiavélienne, comme on le fait habituellement, ce n'est pas tout simplement un non-sens. Seule la double conscience, en tout cas j'en fais l'hypothèse, la double conscience de notre vulnérabilité d'un côté et de l'humanité de l'adversaire de l'autre, exige de nous un art particulier. Allez, osons-le, Machiavel et Clausewitz ne sont pas des stratèges. Dommage que M. Geoffroy ne soit pas là pour relever cette provocation, mais j'aimerais essayer de tenir cette affirmation. Pourquoi Clausewitz n'est pas un stratège? Parce qu'il nous recommande de faire tout simplement ce que font naturellement les lions et les renards. C'est à ces deux animaux d'ailleurs que Machiavel compare le prince, vous le savez, le renard pour sa ruse et le lion pour sa force. Mais y a-t-il besoin d'un art pour faire ce que nous sommes naturellement portés à faire? L'art de la stratégie pour Sun Tzu ne consiste pas à imiter la nature, faire ce que font très bien les lions ou les renards, mais au contraire à s'appuyer sur le potentiel de toute situation, à renoncer à imposer par la force sa volonté et à faire le pari d'épouser le réel, de s'y harmoniser, évidemment pour l'exploiter à son profit. Il s'agit bien de gagner une victoire, de remporter une victoire. Mais de même que l'eau des montagnes, qui, sans volontarisme aucun, finit toujours par rejoindre la mer, et sans que nul ne puisse l'arrêter. Elle ne fait rien, cette eau qui dévale les montagnes depuis sa source. Et pourtant, selon la formule chinoise, il n'y a rien qu'elle ne puisse faire. Wu Wei, Wu Wei. Ni volontarisme héroïque, non. Ni volontarisme héroïque, ni fatalisme paresseux, mais un art d'épouser les propensions, d'épouser les déclivités du terrain, d'épouser le potentiel des situations, comme la source montagneuse qui atteint toujours son but. Elle finit toujours par se jeter dans la mer. Dans la guerre économique mondiale que se livrent les USA et la Chine, on peut dire que la constitution d'une immense réserve de bons du trésor ressemble à la formation d'un ruisseau retenu en montagne et qui a fini par former un lac. Attention, car il va inéluctablement déborder pour suivre sa route, sa pente, sa voie, et c'est ça que signifie le Tao.
Puisque je vous rappelle que dans cette anecdote, l'agence chargée de gérer les réserves de change avait publié un communiqué en disant que la Chine ne mènerait pas de représailles en bradant les bons du Trésor américain. Sous-entendu, faites attention, parce que si vous nous poussiez un petit peu trop loin, on pourrait être obligé de le faire. Ce qui représente en économie l'équivalent d'une bombe atomique. Soyons clairs. Donc en disant qu'elle ne le fera pas, elle signifie qu'elle peut le faire. Et ça peut se comparer au ruisseau qui finit par former un lac avant de déborder pour continuer de dévaler sa pente. C'est ce type de stratégie qui permet à ce petit poussé, je vous rappelle que la Chine est un pays du tiers-monde lors de la conférence de Bandung, de devenir en 50 ou 60 ans le principal concurrent des États-Unis dans la course au leadership mondial, les Russes ayant disparu au passage. Et en troisième et dernier point de cette conclusion, un peu longue, et pour remercier l'Association des peuples de Méditerranée, en lui apportant une petite contribution symboliste, je ferai remarquer que la Méditerranée, dont nous avons à parler ici, est une figure de cet archétype de l'eau. Mais vous connaissez l'histoire de la Méditerranée, sur tous ses flancs, les printemps arabes, le conflit chypriote entre les Grecs et les Turcs, le problème de la bande de Gaza, le conflit israélo-palestinien de tous les côtés, et plus près de chez nous, le problème des migrants à Lampedusa. Notre Méditerranée est une eau beaucoup plus tourmentée, comme l'ont d'ailleurs appelé les conférences pour l'Association des peuples de Méditerranée qui ont été tenues ici même en 2012 et 2013 avec messieurs Geoffrey et Frégosi. Donc ma contribution n'est qu'une petite contribution philosophique, mais puisse cette méditation sur l'archétype de l'eau nous inspirer, je ne dis pas plus d'art et de sagesse, mais au moins un peu plus de douceur dans la conduite des conflits que nous traversons individuellement ou collectivement. Car vous avez entendu, j'espère, en tout cas c'était mon objectif, qu'il y a, en tout cas dans cette approche de la stratégie, chez Sun Tzu, une fluidité qui contraste avec les accents virils et l'exaltation de la force qu'on entend habituellement dans les discours des penseurs de la stratégie. Voilà. J'ai dit, et je vous remercie de votre attention.